Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette conférence qu'on a voulu intituler sur le revenu des paysans, le revenu agricole. C'est un sujet qui est un peu d'actualité parce qu'on entend parler souvent actuellement au travers des états généraux de l'alimentation qui ont été menés par le gouvernement où il était dit qu'il fallait que les paysans retrouvent du revenu au travers d'une meilleure négociation avec la grande distribution par exemple. Donc on a voulu un peu aborder le sujet en toute transparence. Moi je suis François Thierry, paysan bio ici à Relanges. Interviendra Rémi Georgel qui est technicien au niveau de la Chambre d'agriculture et qui suit ce qu'on appelle les réseaux, mais il vous expliquera et pour vous donner une photographie de comment se constitue le revenu agricole, c'est quoi son évolution un peu dans le temps, les 10 dernières années, et les pistes d'amélioration des choses. Il y a Frédéric Terrier qui est ici, qui représente Biolais, qui est un groupement de producteurs de lait bio. On aura des maraîchers qui vont intervenir. Et voilà. Et donc l'idée, c'est bien qu'il y ait une discussion qui s'instaure et qu'on se comprenne sur ce qu'est le revenu. Et voilà. Donc juste un peu en préambule, je reviens sur ce que je disais. Cette volonté de dire aux paysans, bah, finalement, reprenez la main sur la grande distribution pour faire votre revenu. On va voir que ce n'est pas si simple que ça. Dans la constitution du revenu, il y a bien entendu les produits tels qu'on les vend. L'agriculture, a ça de spécificité, c'est que les paysans finalement ne font pas de facture. Ils vendent du lait, ils vendent des céréales, voilà, ils ne font pas de facture, ils ne font pas une facture. J'ai vendu 1000 litres de lait là. Non, c'est la laiterie qui fait la facture ou la coopérative de céréales qui fait la facture et qui paye. Ça a du sens dans le sens où c'est justement une difficulté où finalement le paysan ne gère pas réellement son prix de vente et n'en est pas tout à fait maître. C'est une spécificité par rapport à beaucoup de métiers où un artisan fait la facture quand il vend un chauffe-eau, un épicier quand il vend des patates, il fait la facture au client. Voilà. Sauf les gens qui sont en plus en vente directe et tout, qui eux maîtrisent un peu plus cette partie prix. Une autre composante du revenu des paysans, c'est les aides, donc ce qu'on appelle les aides de la PAC, et voilà, donc on reviendra dessus, voir quel est le niveau d'aide dans un revenu agricole et quelles sont les perspectives de l'évolution de ces aides, et doit-on toujours appeler ça aide, on revient dessus après. Donc on a aussi aujourd'hui beaucoup de choses qui se développent autour de ce qu'on appelle les circuits courts. Est-ce que les circuits courts sont vraiment une certitude que les paysans gagnent bien leur vie, gagnent mieux leur vie, ont plus de sécurité autour de ça? Oui, non. Quel type de circuit court avec des AMAP ou vendre un magasin, c'est pas tout à fait la même chose, donc on pourra aussi en parler. Voilà un peu l'ensemble des sujets, mais en réfléchissant au sujet, finalement, le sujet est tellement vaste qu'on pourrait y passer 2 jours, on va essayer d'y passer seulement 1 heure. Voilà, mais ce sera aussi beaucoup dirigé par vos questions, vos interrogations par rapport à ça. Je vais passer tout de suite la parole à Rémi, qui, au travers d'un diaporama, va nous montrer un peu, essayer de rentrer dans quelle est la logique du revenu agricole et son évolution et les pistes. Voilà. Alors, Rémi donc travaille pour la Chambre d'agriculture, technicien à la Chambre d'agriculture des Vosges, pour ce qu'on appelle les réseaux. Les réseaux, c'est l'ensemble de paysans qui se mettent à réfléchir ensemble sur mettre les chiffres en commun et en tirer des pistes. C'est bien ça. Et donc ça permet d'avoir des évolutions et de voir finalement la photographie de cette évolution là au cours de ces dernières années. Rémi nous a expliqué ça tout de suite. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter les évolutions donc, sur la période 2010-2016, comme l'a dit François, sur les exploitations du dispositif réseau d'élevage. Donc le dispositif réseau, c'est un dispositif de suivi de ferme, qu'on appelle ferme de référence. On suit les mêmes fermes d'année en année, on y va plusieurs fois par an, on interroge les gens sur leur stratégie, etc. Donc c'est pas que de la base de données, c'est aussi bien comprendre comment les gens fonctionnent derrière ça. Donc moi j'ai intitulé ça les évolutions sur la période 2010-2016 et aussi en second temps les stratégies d'adaptation en jeu pour maintenir le revenu.
Alors s'il y a des termes qui vous paraissent peut-être un peu barbares, hein, n'hésitez pas, il y a peut-être des termes techniques, j'essaierai de les expliquer, mais si vous ne comprenez pas, parce que n'hésitez pas à m'interroger et à m'interrompre. La démarche de travail, elle est la suivante. Donc j'ai suivi, je suis parti sur un échantillon constant de fermes qui sont suivies dans le dispositif réseau sur la période 2010-2016. Ça représente 70 exploitations. Alors ce qui est intéressant, c'est les mêmes en fait, c'est les mêmes exploitations qui sont suivies, c'est les mêmes bonhommes, c'est les mêmes structures, quoi, ce que je veux dire. Donc il y a vraiment les tendances qui vont sortir sur des tendances qui ont une vraie réalité, quoi. Il y a 70 exploitations, 61 conventionnelles, 9 bio. C'est la structure du dispositif qui est comme ça. Après, on verra dans ma dernière partie, c'est quoi les stratégies d'adaptation des uns et des autres. Et donc, je vais vous présenter en fait les principales évolutions des exploitations, ce qu'on appelle structure, donc les surfaces, les animaux et la main-d'œuvre qui est présente sur les exploitations, les principaux produits des exploitations et les charges, comment tout ça a évolué, l'endettement des exploitations et au final le revenu disponible pour les exploitants. Et à partir de ça, je vous présenterai les principales stratégies d'adaptation, ou quel choix, grosso modo, c'est quel choix les exploitants ont fait pour maintenir le revenu. En fait, c'est ça. On voit qu'il y a des choix qui diffèrent suivant le type d'exploitation qu'on rencontre. Évolution des structures. Alors la plupart des graphiques sont présentés comme ça, on a 10-100, et donc ça permet de faire les pourcentages après en fait. Donc les principales évolutions de la ferme moyenne sur la Lorraine en fait, par le fait, principale exploitation de la ferme moyenne. On voit que la main-d'œuvre sur les 7-8 dernières années est restée relativement stable. On est entre 2,5 et on est passé de 2,5 à 2,6 personnes qui travaillent sur une exploitation. Alors c'est les chefs d'exploitation, c'est aussi un peu de main-d'œuvre salariée. En moyenne, sur le dispositif, sur les 2,6 unités de main-d'œuvre qui constituent la force vive de l'exploitation, j'ai en moyenne 0,3 à 0,4 équivalents salariés. Et le reste sont des associés d'exploitation. On voit que la surface agricole, donc ce qu'on appelle la SAU, augmente légèrement. Par contre, ce qui est assez flagrant, c'est qu'il y a un fort accroissement des ateliers de production. Donc le nombre de vaches laitières a augmenté de quasi 22% en moyenne par ferme, entre 2010 et 2016. Une ferme moyenne avait 61 vaches en moyenne en 2010, il y en a 75 maintenant. Et le lait vendu, on est passé de 420 ml de lait vendu à 528 ml de lait vendu. Donc 25% de lait vendu au plus. Et tout ça avec une production à la vache qui est restée stable. Donc tout ça, ça nous dit quoi sur l'évolution sur la période 2010-2016, mais quand on regarde, on peut revenir un peu avant et ça serait pareil. On voit que les structures augmentent, les exploitations grossissent, la main-d'œuvre reste quasi stable, elle n'augmente pas forcément. Et donc, c'est comment les gens font. Il y a davantage ce qu'on appelle de productivité de la main-d'œuvre. Donc, il y a plus d'unités, il y a plus de production faite par exploitant. Alors ça peut être permis par les équipements, par la technicité, ça c'est sûr, mais aussi du travail en plus. Quand on interroge les gens, c'est aussi une réalité. L'équipement, la mécanisation, la robotisation, tout ce qu'on peut voir ne compense pas en fait à 100% les gains de productivité. Il y a finalement plus de travail qui est fait aussi. Les exploitants ont l'impression aussi de travailler plus qu'en amont. Les produits et les charges. Alors, les produits, quand on regarde, c'est la courbe verte là. On voit qu'il y a une légère tendance à la hausse. Il y a plus de produits, donc plus de ventes faites sur les exploitations, parce qu'il y avait plus de lait produit, on l'a vu tout à l'heure. Mais ce qui est flagrant, c'est qu'il y a une forte hausse de ce qu'on appelle des charges opérationnelles et des charges de structure. Les charges opérationnelles, c'est tout ce que les exploitants achètent pour produire, en fait. Ça peut être de l'aliment pour les animaux, ça peut être les prestations du vétérinaire. Voilà, c'est tout ce qu'on appelle des charges d'exploitation. Et donc ces charges-là ont augmenté de 40%, 42% en 6 ans. Et l'autre, donc ça c'était la courbe bleue, et la courbe rouge, les charges de structure ont aussi augmenté. Il y a une hausse de 27% en fait sur les 6 dernières années. Alors les charges de structure, c'est les charges qui sont liées à l'exploitation. C'est les carburants, c'est les fermages, c'est la sécurité, les cotisations sociales, c'est les assurances, etc.
c'est des charges qui ne sont pas forcément liées à la production. Au final, l'excédent brut d'exploitation, on a les produits, on enlève nos charges, et ça c'est la partie verte, c'est ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation. C'est ce qui reste à l'exploitant pour vivre et rembourser ses emprunts. Et on voit que la partie là, finalement, sur les 6 dernières années, a baissé de 25%. Vous voyez, là c'est plus gros que là, en fait. Donc finalement, il y a les produits qui augmentent, mais les charges augmentent plus vite que les produits, ce qui fait que la partie qui reste à l'exploitant se compresse. Alors les charges, juste pour montrer, il y a vraiment, c'est un fait fort, hein, l'augmentation des charges, c'est quand même une tendance haussière des charges, même si on a l'impression que ça diminue un peu, hein, que ce soit toutes les charges. Donc j'ai mis là les charges liées aux animaux, c'est la courbe bleue, les charges liées aux végétaux, c'est la courbe rouge, ou les charges de structure, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, carburant, etc., c'est la courbe verte. Et on voit qu'il y a vraiment une tendance haussière de toutes ces charges-là, indépendamment de ce qui est produit, quoi. Et donc, c'est une tendance assez linéaire. Autant les produits, quand on ferait la courbe sur les produits, le prix du lait, le prix des céréales, etc., on aurait une courbe qui serait beaucoup plus en dents de scie, en fait. Il y a une volatilité beaucoup plus forte des prix vendus. Enfin, les agriculteurs subissent beaucoup plus fortement des fortes fluctuations sur les produits que sur les charges, en fait. Le prix peut être comme ça, des produits, par contre les charges sont toujours assez linéaires. Et en montant. Il y a une stabilité de la production à la vache laitière, hein, c'est la courbe jaune. Donc le lait produit par vache, il est quasiment stable. Les quantités de concentrés distribuées par vache est quasiment stable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dérive. Enfin, on ne peut pas dire que les gens ont mal travaillé sur la période-là. Il y a une certaine cohérence. On met que ce qu'il faut pour produire. Par contre, un des faits marquants, hein, c'est la hausse du coût du concentré. Donc en complément de ce que, généralement, hein, les vaches consomment du fourrage, hein, du maïs, de l'herbe, ce que vous voulez. Pour beaucoup d'exploitations, en complément, il y a des concentrés, ce qu'on appelle des concentrés, des céréales, des aliments, des tourteaux, etc., qui viennent compléter la ration de fourrage. Et on voit que ces concentrés, le fait marquant, a fortement augmenté. On est passé, on a quasi, avec un pic sur les années 2012-2013, mais les concentrés sont vraiment sur une tendance à la hausse, quoi. Et donc, on a l'impression qu'une des stratégies d'adaptation des exploitants, c'est rechercher plus de lait par vache, donc faire plus, en fait, pour compenser cette hausse des charges. C'est vraiment c'est une tendance qui paraît assez lourde. Et donc, le revenu, si on va s'intéresser sur le revenu et l'endettement, on a vu tout à l'heure que l'excédent brut d'exploitation, hein, ce qui restait pour vivre et rembourser les emprunts, c'est la partie là, baisse. Enfin, il y a eu une baisse de quasi 25% de cet excédent brut d'exploitation. Les annuités, donc les emprunts, les remboursements d'emprunts ont augmenté de 23% sur cette même période-là. On a dit tout à l'heure, hein, les gens, il n'y a pas plus de main-d'œuvre sur les exploitations, les structures augmentent, donc il y a de l'investissement qui est fait pour pallier cette augmentation de taille. Ça génère des emprunts supplémentaires. Et au final, finalement, ces emprunts qui sont mis en jeu pour produire plus ne permettent pas de dégager plus de revenus qu'en fait. Et donc, on voit que les exploitants, leur variable d'ajustement, c'est le revenu disponible en fait. La partie là, il faut bien satisfaire ou faire face aux échéances bancaires, et finalement, c'est la partie de revenu qui fait le tampon. Et on voit que le revenu disponible des exploitants, sur cette période-là, c'est fortement dégradé. Quasi 50% de moins, quoi. Donc, en synthèse, ce qu'on peut dire, hein, c'est que, voilà, on voit que ça, il y a un paquet de courbes, on ne va pas les commenter toutes, hein, on voit qu'il y a un paquet de courbes qui est plutôt sur une tendance à la hausse. Hein. C'est quoi? C'est les surfaces, le nombre de vaches qui augmente, la main-d'œuvre qui reste quasiment stable, on l'a vu tout à l'heure. Donc, conséquence de ça, c'est que la productivité du travail augmente à travers un critère lait par unité de main-d'œuvre, hein, par exemple, hein, c'est le bleu. Les annuités augmentent aussi, c'est des annuités par hectare, c'est ça aussi. Il n'y a pas forcément de dérive dans les conduites techniques. Donc, une des conséquences, il y a des surfaces qui augmentent, des charges qui augmentent. Donc la hausse des charges est essentiellement due à la hausse des prix, mais pas aux quantités mises en jeu. Hein. Donc plus de produits, mais beaucoup plus de charges aussi, ce qui
Ce qui fait que une des caractéristiques, c'est qu'on a une perte d'efficacité. Perte d'efficacité, c'est la courbe verte. En fait, pour produire 100, les exploitants sont obligés de mettre beaucoup plus de charge en jeu. En fait. Donc l'efficacité des exploitations, leur capacité à dégager du revenu se dégrade. Et donc en conséquence, ou en rapport, la chute du revenu disponible, voilà, malgré cette augmentation de productivité. Et ça, c'est un fait important des exploitations de polyculture, ce qu'on appelle de polyculture élevage, les exploitations qu'on rencontre ici. Et ça, c'est pas l'agriculture biologique? Non. Ça, c'est... Alors après, on verra tout à l'heure les stratégies, les leviers d'adaptation. Pour les gens qui n'étaient pas là au début, c'est une étude menée sur 70 exploitations, il y en a 9 qui sont bio dedans, mais globalement, il n'y a pas de différenciation entre bio. Oui. Ben après, j'ai pas voulu travailler forcément... Enfin, la dernière diapo montrera des stratégies d'adaptation différentes. Donc, alors ça, c'est juste pour dire que sur les trajectoires, voilà, c'est tous les aléas. On voit que sur les dernières années, les aléas en agriculture s'enchaînent, que ce soit des aléas climatiques, sécheresse, des aléas économiques, des envolées de prix des matières premières, du prix du lait, etc. pour le conventionnel, des aléas sanitaires, etc. Et quand on regarde comment les exploitations, quelles stratégies les exploitations ont développées pour maintenir le revenu, on voit que grosso modo, elles tournent autour de 5 axes, que ce soit des bio ou pas des bio. Enfin, quand on analyse celles qui s'en sortent mieux par rapport aux autres, on voit que les choix qui sont faits tournent autour de 5 axes. Donc il y a l'aspect productivité de la main-d'œuvre, et ça c'est vrai quel que soit le système. En fait, ça peut être des choix de productivité, de faire plus en fait. L'efficacité économique, de maîtriser des charges. On peut faire le choix de maîtriser des charges, de ne pas faire forcément plus de produits, mais d'être plus efficace. De chercher de la valorisation du lait, de maîtriser ses investissements, donc de limiter la part d'annuité, qu'on voyait tout à l'heure, et puis le niveau des aides. Alors c'est pas forcément, ça peut être un choix volontaire, mais c'est aussi une conséquence beaucoup de l'environnement, le niveau des aides. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'un exploitant, il ne peut pas faire, en fait, il ne peut pas activer, ça c'est ce qui nous paraît les 5 leviers les plus fondamentaux pour la rentabilité des exploitations. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'un exploitant, il ne pourra pas jouer sur tout en même temps. Il ne pourra pas chercher une forte productivité de la main-d'œuvre, entre guillemets, et puis limiter les investissements. Parce qu'on voit que finalement, faire plus, ça se fait avec de l'investissement en plus, en fait. Donc on ne peut pas toujours tout, forcément... Un agriculteur, on ne voit pas d'agriculteurs qui sont bons, alors c'est peut-être de façon crue de dire ça, mais un agriculteur ne peut pas être bon sur les 5 axes-là, en fait. Donc ça veut dire que derrière ça, en tant qu'exploitant, il y a des vrais choix à faire, de stratégie. Sur les 70 exploitations, il y a combien de robots de traite? Voilà, ça a suivi l'évolution. Alors aujourd'hui, alors je ne sais pas, sur le département, la traite robotisée, ça doit être autour de quoi, une vingtaine de pourcents. Aujourd'hui, on peut être autour d'une vingtaine de pourcents des installations qui doivent être en traite robotisée aujourd'hui. On y répondra. Et quand on regarde comment se distinguent les exploitations bio des autres, enfin des exploitations conventionnelles, sur les 5 leviers, quoi, donc la maîtrise des annuités, la productivité de la main-d'œuvre, l'efficacité, la valeur ajoutée, le prix du lait et les aides, on voit que les stratégies développées par les exploitations d'agriculture biologique sont quand même assez tranchées et différentes des autres en fait. C'est les 2 leviers qui sont privilégiés, c'est un levier d'efficacité économique, donc de maîtrise des charges, et le levier de la valeur ajoutée. Alors que quand on regarde les exploitations plutôt conventionnelles, l'axe qui est privilégié de stratégique, c'est celui de la productivité de la main-d'œuvre. Sachant que derrière ça, le niveau des annuités n'est pas très discriminant. Et le niveau des aides, alors là c'est des aides par hectare, on peut discuter, les aides par unité de main-d'œuvre, etc. Il y a un peu moins d'aides, au sens aide européenne, c'est les aides européennes, un peu moins d'aides sur les systèmes bio. Voilà. C'était juste rapidement brossé. Enfin voilà, l'idée c'était pas de faire une comparaison des uns par rapport aux autres, ni de les mettre en opposition. C'est pour ça qu'on a fait ce choix-là avec Thierry, mais c'était avec François, pardon.
fait chaud. Et donc, c'était pour ouvrir le débat. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Voilà. Merci. Ça marche. Merci Rémi. Donc l'idée c'était bien de brosser, alors c'est peut-être un peu technique pour certains à suivre, donc toutes les questions sont ouvertes, mais en même temps c'était bien pour brosser avec des éléments concrets, chiffrés, pour voir où on peut aller. Juste 2 mots avant de vous passer, on a dit qu'on restait sur cette dernière diapo, sur la question de la stratégie et de voir, et donc de parler. Ça marche pas bien sûr ? Et parce qu'il faut monter le son en fait. Et donc, de voir quelles stratégies peuvent être mises en place. Simplement pour dire que là, il y a une ferme qui est en conversion, qui était visitable avec le véhicule tractomobile. Je ne sais pas si vous êtes allé, vous pouvez encore y aller. Il n'y a peut-être plus beaucoup de place, mais précipitez-vous après. Et ça illustre bien ça. C'est-à-dire que c'est un exploitant ici qui avait fait, comme l'a bien expliqué Rémi, le choix de la productivité. Il faisait de plus en plus de maïs, 2 cultures à l'année sur la même surface, de plus en plus de vaches, des investissements des taurillons, voilà. Donc il avait fait un choix un peu comme beaucoup, quoi, dire pour m'en sortir, il faut que j'en fasse plus. Il en faisait plus, on en faisait plus, et puis il s'est bien rendu compte que là il arrivait à un niveau, même physique, quoi, de limite, quoi, voilà. Et donc là, il a fait le choix dernièrement, il faut aller voir pourquoi, à la faveur d'une installation possible, machin, et puis justement d'un ras-le-bol, de dire il faut que je change de stratégie, parce que la stratégie là, elle m'envoie dans le mur, on a bien vu tout à l'heure, de plus en plus de charges de travail et tout, puis un revenu de plus en plus en baisse, il n'y a rien à faire, il arrive un moment, il y a un bout à tout ça, et c'est très difficile, quoi. Donc il a refait le choix de remodeler sa ferme par rapport à ce graphique-là, de passer en bio, donc de fait d'augmenter son prix du lait vendu, puisque le prix du lait bio est vendu, de retravailler sur l'efficacité économique en justement en ayant beaucoup moins d'intrants, donc plus d'engrais, voilà, maintenant tout de même une certaine productivité, et en faisant aussi un atelier de poules avec de la vente directe, donc en augmentant sa marge à ce niveau-là. Et de fait, ce graphique-là est tout à fait juste, sauf pendant la période de conversion, vu qu'il y a des aides à la conversion, à ce moment-là, on peut penser que les aides à l'hectare, pendant la période de conversion, là, augmentent, donc lui permettent de passer un cap de changement de la ferme. Donc c'est très clair que la stratégie, chacun est maître de cette stratégie et peut voir où on peut aller. On a parlé des robots. Les robots, en fait, c'est pousser cette stratégie-là au maximum. C'est-à-dire, on n'a même plus le temps de traire les vaches et tout, donc on le fait travailler, on le fait faire par un robot et on produit de plus en plus de lait. Mais un robot, ça coûte 200 000 €, et donc c'est encore plus annuité. Et voilà. Et si on revient bien sur le graphique après, ça veut dire qu'en même temps, le revenu se rétrécit. Donc voilà, c'était un peu pour réexpliquer ça. Alors, on pourra reparler des aides, on va pouvoir reparler tout de suite du prix du lait commercialisé, et on pourra parler aussi de l'efficacité économique, mais il n'y a pas que des producteurs laitiers. Là, bien entendu, c'est une photo par rapport aux producteurs laitiers, parce que les chiffres sont bien connus, bien travaillés et tout. On pourrait faire le même travail sur les maraîchers, voilà. Mais il y en a moins, et le travail se fait moins là-dessus. Je vais vous passer la parole si vous voulez questionnement. Après, voilà, on va poser la question à Frédéric Thiriet. Sur la question du prix du lait commercialisé, les lieux ont décidé de s'organiser nationalement autour d'une coopérative, une société coopérative qui s'appelle Biolait, qui collecte aujourd'hui 40% du lait. Je ne vais pas tout dire parce que... oui, donc les chiffres sont pas bons, mais c'est toujours vrai. Qui va vous redire exactement quelle est la stratégie qu'on peut avoir collectivement pour travailler sur le prix du lait, voilà, et répondre finalement, on l'a répondu avant que Macron puisse l'imaginer, dès lors qu'il y ait cru lui-même, mais bon, comment on fait pour peser sur le prix du lait, la vente et tout, au travers d'un groupement de producteurs. Frédéric, si tu veux. Vite là, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, il faut vraiment que ça soit... Oui, pardon, tu as levé la main, pardon. C'était sur l'autre volet que je voulais intervenir, sur celui de la diversification de l'alimentation, à savoir, est-ce qu'en bio, il y a également un complément alimentaire céréal avec un complément protéique
sachant que les prix augmentent pour ces produits-là, est-ce que le calcul était fait de dire est-ce qu'il ne serait pas mieux de produire un peu moins de lait et au final d'avoir un excédent d'exploitation qui soit supérieur? Rémi pourrait répondre, c'est-à-dire que là on est bien sur la question de l'efficacité économique et c'est vrai que le graphique de tout à l'heure le montrait, c'est-à-dire que nous on parle d'autonomie dans tout ça, c'est-à-dire que pour être moins dépendant de ces charges qui augmentent, notamment des charges, du coût alimentaire, on essaie d'être plus autonome possible, donc plutôt d'en produire moins de lait à l'hectare, donc sur la ferme, mais de le produire avec de façon autonome. Personnellement, j'achète rien, c'est-à-dire que j'achète pas de soja ou voilà, on produit des protéines sur la ferme et pour arriver à être équilibré là-dessus. Donc ça c'est un axe aussi, c'est l'axe travailler efficacité économique au travers de l'autonomie et de ne pas dépendre et ne pas risquer justement les augmentations imposées par le reste du système économique sur les charges. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a des fermes bio en lait qui ne sont pas en retour à l'herbe total. Alors le retour à l'herbe, c'est encore un autre sujet. On peut aussi faire du maïs voilà, en bio. Enfin, bon, c'est pas, voilà. Mais principalement, c'est clair que c'est l'utilisation maximale de l'herbe qui permet d'avoir la meilleure efficacité économique. Mais toi, t'es plus malin, t'es pas en direct. Et en plus. Ça les efface un peu. Après, on parle. Oui, donc, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit François, je m'appelle Frédéric Thirier. Donc, je suis agriculteur, je suis paysan. Bio depuis 8 ans maintenant. Merci Anne. C'est elle qui m'a un petit peu poussé vers cette voie, même si j'avais quand même de fortes convictions à la base. Donc bon, je suis en zone de montagne, je suis à Vanier, donc entre Vanier et le Haut-du-Taux, pour ceux qui connaissent. J'ai une trentaine de vaches laitières. Et donc depuis 4 ans maintenant, je livre mon lait chez Biolay. Voilà, j'étais auparavant donc, dans une laiterie bien connue par ici, une coopérative, donc qui n'a pas trouvé de valorisation possible à notre production de lait bio. Et donc on a fait une demande d'adhésion groupée à l'époque avec la CAMUGE, donc qui était une caisse de mutualisation de la prime bio au niveau des Vosges. Et on a fait une demande groupée d'adhésion auprès de Biolay, donc ça a pris un petit peu de temps, mais on a finalement été accepté dans ce groupement de producteurs. Et donc là depuis, je crois, 2014, avril 2014, oui, avril 2014, je crois qu'il y a une tournée donc, de lait bio sur les Vosges. Voilà. Donc Biolay, qu'est-ce que c'est? Finalement, à la base, c'est 6 producteurs de l'ouest de la France qui se sont posé la question de la valorisation de leur lait, puisque personne n'en voulait. Et la problématique à l'époque, c'était de trouver un ramassage de lait. Donc ils ne se sont pas dégonflés, ils ont acheté un camion à 6, ils ont créé un GIE de collecte et ils se sont mis à collecter leur lait pour le proposer aux industriels ou à toute personne ou société qui voulait valoriser du lait bio. Voilà. Et donc de fil en aiguille, la société a grandi et aujourd'hui donc on arrive à 1200 fermes adhérentes et on pèse à peu près sur 30% du marché national. Voilà. Donc on collecte, on est le premier collecteur de lait bio en France aujourd'hui devant Lactalis et tous les autres acteurs de la profession. Voilà. Et dans les Vosges, transformez où? Alors dans les Vosges, on est 33 producteurs. Alors transformé où? Eh ben, Biolay a une centaine de clients. Donc c'est transformé un petit peu partout en France. Donc ça va du gros industriel aux petits transformateurs. Donc pour la petite histoire, si vous voulez, on a eu notre assemblée générale là, il n'y a pas très longtemps, le 5 et 6 avril. Et donc Biolay livre un ESAT, donc c'est entièrement les CAT, donc les centres d'aide par le travail. Donc c'est des travailleurs handicapés qui fabriquent du maroilles bio dans le Nord. Donc c'est une petite production, mais c'est Biolay qui livre ce lait à cette petite société. Voilà. Et localement, Biolay livre à Selles, à Biodéal. On a des accords avec il y a du lait qui est transformé. Le plus localement, c'est ici. Ouais. Et après,
Et pour fermer la boucle, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion par rapport à des unités de transformation type fruitière, localement, qui pourraient valoriser? Ça, c'est un gros point, c'est vrai. Bon, il faut savoir que au niveau du lait bio qui est ramassé ou qui est collecté, il y a, je vais peut-être raconter des bêtises, mais il y a une bonne partie qui est finalement conditionnée en lait UHT de consommation. Par contre, il y a aussi une valorisation en fromage, et là, je dirais, c'est vrai qu'on est un petit peu en souffrance dans l'Est de la France, où on manque d'un outil pertinent de valorisation pour les laits qui sont ici, qui sont produits ici dans l'Est de la France. Ah oui, voilà, on a une réflexion commune avec les gens du groupement autour de ce qu'on appelle le lait de foin, donc en même temps pouvoir apporter une qualité supplémentaire au côté bio, et comment on fait pour développer des outils ou avoir des partenariats avec des outils de transformation locaux, avec une marque, voilà, tout ça est un peu en cours de développement, ça demande un peu d'énergie et de temps, mais c'est une réflexion qu'on a, ça c'est sûr, et que Biolay a, de manière générale, de multiplier le nombre d'opérateurs prêts à transformer du lait au plus près, quoi. C'est pas le tout d'aller livrer, il y a du lait qui est livré en Allemagne, je crois un peu, voilà, mais l'objectif c'est pas forcément ça, c'est bien de trouver les opérateurs. Il y a quelques années, il y avait 20% de la collecte de bio-lait qui était valorisée, enfin qui était exportée hors de nos frontières. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve un petit peu dans des situations de pénurie de lait bio parce que la demande est forte de la part du consommateur. Et donc le choix a été fait au niveau de Biolay de recentrer la production au niveau national. Voilà. Ce qui est tout à fait logique, je pense. Quoi vous dire d'autre? Oui, les outils de valorisation, c'est clair qu'il en faudrait sur l'Est de la France. Mais ça, c'est. Biolay encourage également ou soutient les initiatives pour la transformation de lait bio, c'est clair. Avant de passer à Biolay, n'avez pas essayé de négocier avec Bullyville pour qu'il y ait une tranche bio à tranche bio. Écoutez, nous on était 33 je crois à l'époque, les 33 producteurs adhérents à cette fameuse coopérative, donc on a demandé à rencontrer donc, les dirigeants de l'entreprise, donc président et directeur, donc ce qui a été fait, mais c'est clair qu'on il n'y avait pas de solution, je ne sais pas s'ils en ont encore, enfin ils en ont toujours pas je dirais, les gens qui sont encore chez Hermitage et qui sont en bio, donc ils ont trouvé des accords de collecte avec d'autres laiteries. Il y a Savancia ou Monts et Terroirs, et donc ils sont collectés donc, par ces laiteries-là, et ils sont tout de même payés par Bugnéville, et la prime bio est versée donc, par Monts et Terroirs et Savancia aux producteurs bio. Voilà. C'est un peu scabreux. Pour la petite histoire quand même, il faut savoir, Bugnéville commence à s'être implanté. À l'origine, il y avait dans les Vosges, notamment en montagne, des fruitières, quoi, des transformations locales en fromage, yaourt, etc. Et voilà, Rochesson-et-Rue. Et le président de la Chambre, à l'époque, a pensé que la modernité, c'était de faire des grosses unités. Donc on a implanté la laiterie de Dommartin à l'Hermiremont, qui a fait faillite au bout d'un an ou deux, et après qui est venu se déplacer à Bulgnaville. Mais entre-temps, on avait cassé les outils de valorisation locaux. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur la montagne, il n'y a plus d'outils de transformation. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition d'instaurer un prix plancher pour le bio? Je ne parle pas du bio, je parle globalement sur la filière. Qui c'est qui a parlé de ça? Quelqu'un à la radio? Parce que la radio l'a dit, c'est que c'est oui, non, mais c'est un peu ce que je disais au départ. Ça transparaît bien là. Si, ça marche quand même. Les paysans, ne font pas la facture du prix du lait. Donc, instaurer un prix plancher, c'est contre nature aujourd'hui par rapport à l'économie qui est mise en place aujourd'hui, l'économie de marché et tout, et de dire un prix plancher, donc un prix administré. Voilà, c'est pas quelque chose qui est entendable aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres moyens pour y arriver, notamment la façon dont Biolay s'est organisé, dont on s'est organisé dans Biolay, pour peser face... voilà. Mais on est sur une économie de marché, on en veut pas.
avec l'autre pointe qui est de dire comment plutôt on gère les volumes. Parce que bien souvent, c'est les excès de lait qui ont entraîné des prix à la baisse et que y a toute une profession qui a poussé à ce qu'on produise trop de lait pour que justement le prix baisse. Donc il y a beaucoup d'éléments mais on ne va pas parler que du lait, quoi. Mais il y a beaucoup d'éléments. Mais l'idée d'un prix plancher, je ne pense pas que ça soit dans l'air du temps et ça semble difficile. Après, on va parler des aides et là, on pourrait revenir justement sur comment on peut établir un minimum d'équité et de base de revenus pour tout le monde. Alors, au niveau du prix, je vais rebondir un petit peu là-dessus, puisque donc en ce qui concerne le marché du lait bio, donc le marché 2017-2017 a été en pénurie de lait, et donc Biolay a eu énormément de demandes de clients qui voulaient du lait bio, et donc Biolay a dit, écoutez, nous on ne pourra pas fournir tout le monde, par contre on va fournir les gens qui s'engagent sur la durée. Donc Biolay et certains clients ont passé des contrats d'approvisionnement, donc sur des durées relativement longues, hein, sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire même 8 ans. Donc où là, il y a une contractualisation qui a été faite entre des volumes et des prix, bon, ajustables bien sûr, dans une certaine mesure, mais tout ceci dans le but, pour les adhérents de Biolay, d'avoir un prix du lait qui soit stable et qui ne soit pas, comme l'a dit Rémi tout à l'heure, qui ne suive pas des fluctuations aléatoires, je dirais que le paysan ne maîtrise pas. Donc la volonté des agriculteurs de Biolay, des adhérents, c'est d'avoir un prix du lait très très stable et orienté à la hausse pour compenser, comme on l'a vu tout à l'heure, l'augmentation des charges. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, au niveau de Biolay, donc début 2018, on avait déjà 93% de la production qui était contractualisée, donc qui était vendue à un prix déjà donné. Voilà. Donc ça c'est quand même quelque chose d'énorme. Et donc sur les 4 années qui viennent, donc là je crois que c'est 2019, il y a 87% qui sont déjà contractualisés, 82% pour 2020, et 2021, on est à quasiment 80% du lait qui est déjà vendu, voilà, avec un prix garanti. Donc ça veut dire que moi, en tant que producteur Biolay, j'ai déjà une vision à 4 ans sur l'évolution du prix de mon lait. Je sais que là, je ne veux pas dire que je suis tranquille pendant 4 ans, mais je dirais on a quand même déjà une vision de notre production et une sécurité au niveau de la production et des prix. Voilà. Donc ce qui est énorme. Et sur un prix qui a été calculé par rapport aux besoins pour qu'une ferme d'une taille moyenne ou pas très grande, comme celle de Frédéric, aujourd'hui n'est plus une ferme très grande, voire petite, puisse vivre. Donc on est sur un prix du lait payé aujourd'hui en moyenne à Biolay à 46 centimes. On est à 473 € au 1000 litres en tonne, la conversion de moyenne. Là, pour un prix du lait conventionnel qui aujourd'hui est aux alentours de 300. Donc on a un différentiel qui est assez élevé, qui perdure un peu, mais et voilà, c'est bien avec ça qu'on arrive à rémunérer les producteurs qui ne soient pas obligés de courir à plus de productivité, toujours en faire plus. Voilà, avec ça, on arrive à vivre avec un prix correct. Voilà, il y a d'autres leviers également, c'est que au niveau de la production, enfin des clients de Biolay, donc il y a des partenariats qui ont été passés avec différents distributeurs, donc, notamment Biocop, et assez récemment, donc l'année dernière, Systébule, enfin bon, le contrat a été renouvelé l'année dernière, mais bon, c'est depuis 2011. Donc il y a un partenariat qui a été passé avec la laiterie Saint-Denis de l'Hôtel qui s'occupe de l'embouteillage de lait UHT et donc les magasins Systébule. Et donc il y a un engagement sur un volume qui est quand même pas négligeable, hein, puisque ça tournait donc pour l'année dernière à 28 millions de litres de lait. Et donc dans les 4 ans qui viennent, on va être plutôt à 35 millions de litres de lait, donc qui sont embouteillés par la laiterie Saint-Denis de l'Hôtel, vendus dans les magasins Systému avec un lait produit par les producteurs de Biolay, et avec pour les 3 parties un engagement d'une répartition équitable des marges pour que chacun puisse vivre correctement. Voilà. Et bon, il en est de même pour Biocop, où Biocop soutient donc les initiatives comme celles portées par les producteurs de Biolay,
où on veut, on défend une certaine éthique au niveau de la production aussi, un certain respect de l'environnement, des critères de production de qualité, voilà, ni plus ni moins. Voilà, ça c'est bien pour dire que la stratégie prix du lait, ça dépend d'une contractualisation, d'un travail commun avec les distributeurs, voilà, ça ne se fait pas de façon au doigt mouillé, et c'est bien toute une organisation. Et il faut pouvoir peser, et le fait d'avoir Biolait nous permet de peser sur l'ensemble de la filière, de faire respecter un prix du lait, et d'y arriver à ce sens-là. Et de mêler en même temps les biocoques, par exemple, voilà, ça permet d'avancer et de garantir ce prix. Est-ce que c'est pas fragile le fait de ne pas avoir une petite transformation à court terme? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit des supermarchés comme Leclerc qui ouvrent leur chaîne sous bio, je pense qu'ils ne vont pas déroger à leur méthode de travail. Ils vont taper à l'extérieur. C'est un risque, ça c'est clair, vis-à-vis de la grande distribution, mais si on n'est pas assez fort. Aujourd'hui, en maîtrisant 30% de la production du lait au niveau national, on a les moyens de se faire respecter. C'est-à-dire qu'il y a y compris des produits qui transitent par Biolait, de Leclerc, qui se retrouvent chez Leclerc au travers de certaines marques. Hein. Mais seulement Biolait vend aux transformateurs le même prix à tout le monde. Il y a un prix qui est un prix plancher qui permet de rémunérer les producteurs. Il est ce qu'il est aujourd'hui. Oui, tant qu'on est sur un marché qui tire, on est d'accord. Quand tu as un marché qui va s'ouvrir comme ça, j'imagine bien que Leclerc va vouloir taper le prix. C'est plus l'affaire de 300 000 litres qu'il va aller voir. Là-dessus, je peux vous répondre aussi, je dirais, puisque on a eu le cas récemment chez Biolait. Donc il y a eu une demande qui a été faite par les magasins Carrefour, donc pour un partenariat comme celui de Système U, mais par contre, le prix n'était pas, le prix que demandait Carrefour n'était pas à la hauteur de ce que nous on souhaitait. Donc le partenariat n'a pas été signé. Je dirais la réunion, à 1 heure de la signature du contrat, le président a dit non, je dirais moi je ne peux pas signer ça. Voilà. Mais alors pour répondre à l'outil de transformation, donc Biolait s'est posé la question de créer des outils de transformation. Maintenant le problème c'est qu'il faut savoir quand même qu'on a une centaine de clients. Y compris, je dirais, des très gros groupes laitiers, si vous voulez. Et si nous, demain, on se met à créer une marque qui nous est propre, eh bien, on va entrer directement en concurrence avec nos clients. Donc voilà, créer une marque, oui, certes, mais c'est presque se tirer une balle dans le pied, quoi. Et sur la question du volume, non, plutôt sur la question du long terme, la gestion vis-à-vis de la grande distribution et tout, on s'engage, quand on passe à Biolait, de pouvoir moduler, y compris notre propre production, collectivement, pas de 50%, mais si on la module parce qu'il y a trop de lait, chacun fait un effort, se sépare de quelques vaches et baisse de 5% de litrage, on arrive aussi à coller et ne pas être obligé de vendre notre lait à bas prix. C'est bien la stratégie là, elle est fragile, il y a des difficultés, il n'y a rien de miraculeux. Pour l'instant on y arrive, et l'autre levier, c'est bien de faire en sorte que la consommation de produits laitiers continue d'augmenter aussi. C'est bien là le... Alors, je rebondis encore sur ce que dit François. C'est vrai que en 2013, donc la stratégie de Biolait a été de demander une baisse de la production de la part des producteurs. Ce qui a été fait dans le but de maintenir un prix correct. Et donc ça a fonctionné, tout le monde a joué le jeu. Et on a eu donc à l'Assemblée Générale là, il y a 3 semaines, là, on a eu des discussions là-dessus, sur le prix du lait, à savoir quel levier fallait-il mettre en œuvre pour garantir un certain prix au niveau du lait. Je dirais, on était plus de 600 personnes, on était 29 groupes de 20 personnes à réfléchir dans 29 salles, hein. Donc il y avait du monde, chacun s'est exprimé, chacun s'exprime pendant ces rencontres-là. Et donc, une des grosses tendances qui en est ressortie, donc c'était une tendance commune aux 29 groupes, c'était de dire, s'il faut, on maîtrise la production. On baisse de 3, 4, 5%, je dirais, à ajuster en fonction de la tendance. Chez Biolait, quel litrage? Bonne question. Un litrage qui est à peu près conforme à la moyenne des producteurs laitiers, je crois, classiques. Hein. Moins, mais pas énormément moins. Globalement, Biolait, les fermes Biolait sont plus petites que les fermes
conventionnel, c'est sûr, mais dans tous les réseaux bio, en général, les fermes biolées sont plus modestes. C'est le fait que plus vous investissez, moins vous payez d'impôts, ce qui incite finalement les gens à surinvestir pour ne pas payer d'impôts. Et ça, c'est une stratégie personnelle, mais qui est vraie au niveau personnel aussi, mais qui est quand même un peu accessoire avec ce qu'on disait. D'ailleurs, je sais pas ce qu'on disait par rapport à ça. Donc la question de la reprise des fermes agricoles est quelque chose de très important, et c'est clair que dès qu'on a augmentation du revenu, globalement, on a une augmentation du prix des terrains, ce qui pose un problème. On a des régions où, structurellement, ils ont des revenus plus élevés parce que c'est des terres meilleures et tout, mais les prix des terrains augmentent, ce qui fait que le revenu même des paysans, lui plutôt, il stagne. Voilà. Donc il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte dans le revenu des paysans, et le côté capitalisation, un peu à l'ancienne, de dire, eh ben, finalement, je travaille pour acheter des terrains, pour acheter la ferme et tout, pour pouvoir la revendre quand je serai à la retraite, et puis me faire la retraite là-dessus. Ben, aujourd'hui, c'est un peu mis à mal parce que finalement, les gars n'arriveront plus à vendre des outils qui ne sont plus assez performants économiquement. Et ça, ils ne s'en rendent pas compte. Et on est en train d'enfermer l'agriculture classique, conventionnelle, dans des impasses. Ben, voilà, c'est des éléments. Vous expliquez que les gens se battent pour acheter des hectares et des hectares. On voit en Moselle les prix se multiplient par deux. Donc, bon, effectivement. Vous investissez comme tout industriel, je suppose, il investit parce qu'il espère gagner de l'argent. Là, vous êtes en train de nous expliquer que dans l'agriculture, les gens investissent de plus en plus et ils gagnent de moins en moins d'argent. Oui, c'est ce qu'on appelle une bulle. Oui. Un jour, c'est comme la bulle de l'immobilier qui va exploser et il va se passer quelque chose. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Le système-là n'est absolument pas durable et explosera, ou plutôt implosera. Voilà, mais l'implosion, elle va se faire au détriment de qui? Au détriment des gens qui sont arrivés au bout d'un rouleau. Allez en parler à Sylvain Lefebvre, vous allez voir. Lui, il a bien compris qu'il était au bout du rouleau, qu'il fallait changer. Mais ceux qui ne le comprennent pas forcément, qui pensent qu'il va encore y arriver, ça va poser des vrais problèmes. C'est pour ça qu'ils font des méthaniseurs avec des machins énormes, qui sont en train de faire des 40 km avec des toits de filière. Et la méthanisation, comme les robots, c'est voilà, on pousse ici au maximum. Et ils sont en train de faire des projets là, avec de l'argent public, c'est honteux, je veux dire, énorme. Ils sont en train de se. Puis des grosses fermes, ils veulent avoir 800 hectares, ils vont se bouffer la gueule, tu fais croire que le prix des terrains, moi quand je vais arrêter, je vais les vendre 15 000, ce ne sera pas à 3 à 4 000. Donc on est bien là, mais seulement ça veut dire qu'on tombe dans une agriculture totalement industrielle qui est plus aux mains des paysans. C'est-à-dire qu'on commence à voir dans l'ouest de la France, par exemple, dans des régions qui ont plus productives, qui ont poussé le bouchon le plus loin possible, où les fermes aujourd'hui commencent à être reprises par manque de possibilités de reprise par des fonds agricoles classiques, familiaux, sont repris par des fonds extérieurs, quoi. Et la grande distribution commence à se dire, et notamment Intermarché, commence à dire, mais c'est intéressant, et Carrefour, on va mettre des billes dans le foncier agricole parce que l'avenir est là. Et donc aujourd'hui, les fermes sont rachetées par les distributeurs qui ont étranglé les paysans et qui les obligent à rendre. Bon, c'est un peu exagéré, mais pas si loin que ça. Ah non, mais de toute façon, c'est de la spéculation pure, c'est tout. C'est de la spéculation pure. Alors bon, après, il faut savoir ce qu'on veut. Nous, l'idée, c'est de garder des fermes à taille moyenne, que l'agriculture soit au moins aux mains des paysans, dans leur vraie sens du terme. Et ça, il faut qu'on le fasse en commun avec les consommateurs citoyens et tout. Parce que de là dépend aussi la qualité de l'alimentation, et ce qu'on peut vous en dire, et de beaucoup de choses. Voilà, ça ne concerne pas que le revenu et l'avenir des paysans, ça concerne la société. À ce sujet-là, je voudrais aller dans le sens que tu as développé tout à l'heure sur les aides, et je trouve qu'il était particulièrement gentil vis-à-vis du système actuel de la PAC. Moi, je pense qu'en tant qu'association, en tant que citoyen, on se doit de dénoncer haut et fort le caractère illégitime des aides européennes à l'agriculture conventionnelle, qui est une agriculture destructrice tant de la ressource en eau, de la biodiversité, des sols, avec une alimentation empoisonnée, un air également empoisonné, une biodiversité qui s'effondre. Enfin, le tableau il est catastrophique, et on aide indifféremment, de manière indifférenciée, ce type d'agriculture et une agriculture vertueuse qui, elle, apporte tous les autres bénéfices. Et on fait payer le consommateur. Alors le consommateur, il est le dindon de la farce là-dedans, parce qu'il croit payer des produits moins chers en agriculture conventionnelle,
alors qu'il oublie les 2 ou 3 chèques qu'il fait à côté en termes de subventions à l'Europe, en termes de dépollution de l'eau, parce que c'est 85% des consommateurs qui payent, qui alimentent les budgets des agences de l'eau, qui interviennent ensuite pour dépolluer les dégâts de l'agriculture. Et enfin, en termes de dépenses de santé, dont on n'imagine pas quels sont les dégâts. Aujourd'hui, rien que les perturbateurs endocriniens, dont les pesticides représentent un pourcentage très important, c'est 150 milliards par an de coûts de santé. Rien que cela. On n'imagine pas. Donc aujourd'hui, si on avait une agriculture qui soit respectueuse à la fois de l'environnement et de la santé publique, on éviterait des coûts extrêmement importants qui ne sont pas pris en compte, et en plus, on permettrait aux agriculteurs qui développent des pratiques vertueuses de gagner correctement leur vie. Tout le monde serait gagnant. Vous exprimerez ça à Monsanto ou à... D'accord, moi je parle des consommateurs et des agriculteurs. La majorité sera contente. Voilà. Ah ben pas les lobbies, donc ça c'est vrai. Il faut les goûter hors de France. Donc voilà, c'est ce que tu dis. Bon, tu dis que je suis un peu mièvre sur la question. Après, c'est comment on fait pour travailler et faire avancer le sujet au niveau européen. Il faut des gens qui dénoncent, voilà, et d'autres qui soient dans la proposition, faire avancer, mais dans le même sens. On est bien d'accord. Nous, on est dans la dénonciation et la proposition. Non, mais de toute façon, avec FNE et tout, les réseaux bio et agriculture paysanne travaillent dans le même sens au niveau européen pour faire changer ça. Mais le niveau d'aide, la question des aides sera remis en... La nouvelle PAC, ça sera en 2021-22. Voilà, ça se discute aujourd'hui, mais... François, on a la même attitude il y a combien de temps? La dernière révision a lieu, c'était en 2013, 2014. Tous les 5 ans. Tous les 5 ans. On était dans la même situation, on n'a pas fait quasiment avancer le... Si, parce que clairement, le sujet aujourd'hui, notamment la partie pollution, notamment des questions de santé, aujourd'hui arrive sur la table, et beaucoup d'autres pays nous rejoignent. Ils ne rejoignent pas la France, parce que la France est le pays le plus archaïque sur le sujet quand même. Hein. On est au travers ce qu'on appelle le lobby agricole, ceux qui au niveau de la politique agricole commune ont la position la plus rétrograde. Il faut quand même le savoir. On est beaucoup plus aidé des fois par les Allemands, par les Belges par exemple, voilà, par d'autres pays pour avoir une vraie avancée. Mais bon, la PAC mériterait d'en parler des heures aussi, parce qu'il y a d'autres sujets autour de la PAC, ce qu'on appelle la convergence, donc les mêmes aides apportées à tous les pays, et clairement on ne peut pas apporter le même niveau d'aide à l'hectare en France qu'en Roumanie ou en Pologne, et voilà, parce que ce n'est pas les mêmes niveaux de vie. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une convergence se mettre en place dans le temps pour arriver à cette égalité, donc c'est assez compliqué. Mais voilà, le souci c'est bien d'arriver à là, et les vrais moyens de pression, c'est bien le côté militant et le côté professionnel qui parlent des mêmes sujets, d'une même voix, et qu'on puisse... très clairement, on n'est pas aidé aujourd'hui dans le gouvernement actuel. Il y a des choses très clairement, j'en remets une couche pour Macron, tant pis pour ceux qui marchent aujourd'hui, mais voilà, non, mais c'est assez énervant, après avoir annoncé 1 milliard d'aides qui sont... à peine plus que ce qu'il faut, enfin, qui sont même pas ce qu'il faut, puis à peine plus qu'avant, un grand renfort, et puis en même temps, l'agriculture biologique a son marché, et c'est le marché qui doit rétribuer l'agriculture biologique, qui est une version qui s'entend facilement quand c'est dit comme il le dit, mais seulement la vérité, c'est pas ça. La vérité, simplement, c'est qu'on demande aux consommateurs de produits bio d'acheter des produits un peu plus chers pour le marché, donc parce qu'ils ont un produit pour meilleure santé, meilleure qualité, voilà et tout, mais en même temps ils payent eux aussi les taxes sur l'eau, au travers de leurs impôts, la dépollution de ce qu'ils n'achètent pas, quoi. Donc c'est double peine, voilà, quoi. Donc c'est pas vrai. Et dans le même temps, il dit l'agriculture en général doit se donner les moyens de peser face à la grande distribution pour peser sur le marché. D'un côté, il dit voilà, structurez-vous pour défendre votre marché, puis de l'autre côté, il nous dit démerdez-vous avec le marché parce que vous êtes bien payé. Donc le discours est un peu incohérent, et en fait, c'est un discours très archaïque qui se base encore sur travailler beaucoup, vous vivez mieux, quoi. Ça, il n'y a pas de changement dans cette logique-là, et on a vu que travailler plus en agriculture, souvent, c'est gagner moins. Donc, c'est un peu à l'inverse. Si tu travailles, tu n'as pas le temps de réfléchir. En plus.
Il y a déjà une dizaine d'années, le SMIC avait mis en place une démarche qui me semblait intéressante. C'était progressivement donc de baisser les aides à l'agriculture conventionnelle pour les augmenter progressivement vers l'agriculture vertueuse, comme ça pour assurer une transition en douceur en quelque sorte de l'accompagnement économique. Mais c'est aussi ce qui est demandé, c'est pas de dire voilà, ceux qui ont conventionnel, ils touchent rien. Aujourd'hui, tu enlèves les aides aux agricultures conventionnelles, les gars sont en faillite. Hein, ils sont déjà étrangers. Aujourd'hui, c'est pas possible. Mais il faut un glissement pour aider l'ensemble de l'agriculture à évoluer en 5 ans vers quelque chose de beaucoup plus vertueux. Il suffirait de taxer les produits phyto même titre que le carburant. Redevance nitrate, redevance phyto. Il y a des outils qui ne sont pas mis en place. Je suis arrivé un petit peu en retard, donc je n'ai pas tout entendu, mais j'ai une réflexion de consommateur d'abord à faire. C'est que moi, je suis un chaud partisan du bio, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, mais aussi du local. Et je pense que votre avenir, vous les paysans, pas agriculteurs, les paysans, c'est ces deux volets-là. Produire bio et local. Et c'est possible, les deux. Bio et local. Je pense que beaucoup de consommateurs sont prêts à payer le prix de cela, de leur santé, en fait. Bon, alors s'il faut payer, par ailleurs, comme vous disiez, la dépollution des pollueurs, alors qu'on ne pollue pas, c'est le moindre mal, je dirais. Et quand j'arrose mon jardin avec de l'eau du robinet, je paye une taxe de dépollution alors que je ne pollue pas. Hein. Elle ne va pas à l'égout. Mais je le paye déjà. Et je fais un peu la grimace, mais je paye. Polluer votre jardin. Oui, bah peut-être en plus. J'essaie de garder assez d'eau. Quand il pleut bien, j'ai assez d'eau pour arroser mon jardin. Il n'y en a pas toujours. Je veux dire, chaque fois que je mets un mètre cube d'eau, je paye à l'agence de bassin des choses qui n'ont pas été à l'égout. Mais je pense qu'un consommateur moyen de nos jours, il est prêt à payer le prix si on l'informe de la réalité des choses, c'est-à-dire de la qualité de ce qu'il bouffe ou la mauvaise qualité de ce qu'il bouffe, et puis du revenu des paysans. Vous l'avez sans doute dit, mais enfin, moi j'ai été salarié, je vais gagner correctement, mais quand je considère qu'un paysan moyen gagne 350 € par an, moi ça me révolte. Ah oui. Ça me révolte complètement, c'est la folie ça. Dans quelle société on vit? Comment c'est possible? Et alors le gars il n'est pas 35 heures, vous savez mieux que moi, c'est des agriculteurs. 35 heures par jour. Oui, ils ont au moins 70 par semaine au minimum, je pense. Ça c'est révoltant. Je ne sais pas comment on peut encore maintenir, soutenir quoi que ce soit comme ça. Malgré 100 milliards d'aides publiques. Oui, mais elle va à qui l'aide publique? Elle va aux céréaliers de la Beauce. 10. Bon, je pense qu'il faut vous battre pour garder les subventions à la conversion, qu'elles soient effectivement débloquées, pas inscrites sur les budgets, mais qu'elles soient effectivement débloquées aux gens qui en ont besoin pour 2 ou 3 ans. Après, je pense qu'il... Moi, j'ai vu une fois, vous vous rappelez, pendant l'épisode des bonnets rouges, là, j'ai vu à la télé un type qui produisait des poulets label rouge en Bretagne. Le gars il disait, moi je vis normalement, j'alimente mes bestioles avec les produits de ma ferme, j'achète pas du maïs aux États-Unis ni du soja au Brésil, je vis bien. Il allait même faire des cours du soir le mercredi pour faire du dessin, ce gars-là. C'est un paysan. C'est un paysan. C'est un paysan. Un vrai de vrai. C'était pas un agriculteur avec tout ce que ça suppose d'inflation d'entreprise, de la fuite en avant, de votre tracteur toujours plus gros, des rendements toujours plus forts. Voilà, c'est bien, dans l'explication des schémas de Rémi, c'est bien ça. C'est bien quel axe on choisit. Mais l'axe classique qui est enseigné, qui est depuis toujours, ça reste l'axe productivité. Oui. Il y a un autre mais il faut l'inverser. Je lisais un bouquin d'ingénieurs agro, mais qui ont viré leur écrit en bio. Il disait aujourd'hui, si on veut alimenter tous les Français en bio, il faut créer 1 million d'emplois. Ça aussi, c'est un autre aspect de la chose. On lutterait contre le chômage par la même occasion. Oui. C'est pas négligeable. Là, on a une maraîchère qui a parlé tout à l'heure. Tout le monde n'est pas prêt à faire le métier qu'elle fait. Tout le monde n'est pas prêt à bosser déjà. C'est là qu'on peut aborder le volume des aides qui est lié au volume produit ou à la surface et qui manque d'équité par rapport à la main-d'œuvre. Et donc, mettre un coefficient corrélateur à la main-d'œuvre, ça peut être une bonne idée. Je pense qu'elle est en cours, mais ça, c'est apporté aussi. Sans vouloir figer tout, parce que tout est toujours en mouvement, enfin, mais il y a des grands axes qu'il faut porter, c'est le respect de l'environnement, c'est du travail pour tout le monde et ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on est là. Tout le monde n'en veut pas du travail. Oui, parce que il y a des élections à la Chambre d'agriculture en janvier prochain. Alors, quelle représentativité l'agriculture biologique
peut avoir pour, par exemple, ici, on a eu tout à l'heure un exposé très intéressant fait par un technicien de la Chambre d'agriculture qui a montré aussi bien sur les exploitations conventionnelles et aussi comment ce que ça donnait. S'il y a un technicien, j'ai compris qu'il y en avait un, mais il y en a peut-être plusieurs. Hein. Le problème, c'est qu'il y en a qu'un en bio, puis il y en a 10 dans les autres. Alors, est-ce qu'il y a des perspectives de développement à partir du moment où les élections de chambre d'agriculture arrivent? Les chambres d'agriculture sont un organe consulaire, donc il y a des règles de fonctionnement, c'est pas un syndicat, c'est un organe consulaire. Des élections, une représentativité syndicale qui donne les orientations politiques des chambres d'agriculture. Donc quel choix on fait? C'est-à-dire quel signe on donne? Est-ce qu'on dit on va là? Est-ce qu'on va là? Est-ce qu'on va là? Ce qui n'a pas à voir avec les gens qui travaillent à la chambre d'agriculture, qui sont les techniciens. Voilà, c'est pas lié. Voilà. On a des techniciens qui travaillent très bien à nous démontrer que en bio on est sur le bon chemin, on fait les bons choix, même si on a politiquement au-dessus un ensemble de gens qui ne prônent pas ce système. Après, ça c'est des chiffres qui le disent, après il y a de la politique au-dessus. Les élections chambres, c'est au mois de janvier l'année prochaine, me semble-t-il. Voilà, c'est une question de représentativité syndicale. Aujourd'hui, la représentativité, on a 3 syndicats principaux, que sont la Confédération Paysanne, la Coordination Rurale et la FNSEA. Voilà, la FNSEA est largement majoritaire, j'allais dire pour l'instant, on voit juste de conneries, oui. Elles sont majoritaires pour l'instant. Voilà, mais les bio là-dedans n'interviennent pas en tant que groupement bio, en tant que nous, personne. Voilà, chacun, j'ai fait mon choix, voilà, ce sera ce qui sera, mais voilà, qui ne sera pas la FNSEA. Et voilà, et ce qu'on espère, c'est quand même faire inverser les choses pour pas un esprit de vengeance, dire qu'on est meilleur et tout, non, pour dire aujourd'hui, mettons la réalité en face, quelle politique on doit pousser, et c'est clair que si politiquement les idées qu'on porte un peu étaient plus majoritaires, c'est clair qu'on saurait faire passer les aides plus facilement là, c'est clair qu'on saurait augmenter ici et ici, et puis dire attention, là, attention danger, casse-cou, comment on fait, quoi. Donc c'est ça les orientations politiques qui peuvent être prises. Donc il faut voter comme il faut pour ceux qui veulent voter. Après les élections chambres, c'est très compliqué, il y a le collège des producteurs, là on veut, voilà, mais après il y a le collège des propriétaires, le collège, il y a plusieurs collèges qui sont encore plus... C'est dommage qu'il n'y ait pas le collège des consommateurs. Hein. Ben, c'est aussi quelque chose que l'on porte, que l'on pousse à dire qu'il faut que l'agriculture s'ouvre, que les débats s'ouvrent, et que, voilà, c'est-à-dire qu'au même titre qu'on le fait ici, les débats qui portent sur la vision, les politiques menées par les champs d'agriculture, mais par ailleurs, soient ouverts, parce qu'autour de la chambre d'agriculture, après, il y a plein de commissions. Quand il y a une installation, il y a une commission CDOA, Commission départementale d'orientation et d'installation, voilà, qui décide de qui peut s'installer et pas, avec l'administration qui gère ça aussi. Et voilà. Et si ça s'était ouvert justement aux organisations de consommateurs, de citoyens, voilà, on pourrait apporter aussi, les consommateurs, les citoyens pourraient dire, mais nous, attendez, ce qu'on veut c'est plutôt ça, et non pas, voilà. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, où ça se gère à l'interne de la profession, comme c'est écrit, la profession agricole bien sérieux. Et pour certains, c'est un plus, cette unité paysanne, pour moi, c'est ce qui porte le plus de dégâts. C'est-à-dire qu'on s'enferme dans une logique totalement corporatiste, dans un milieu, dans une société qui doit s'ouvrir de plus en plus, et qui là, au niveau agricole, ne sait pas le faire. Et ça pourrait être un enjeu des champs d'agriculture, ça c'est clair, de s'ouvrir. Parce que tous les représentants sont à la FNSEA. Pas tous, mais je prends tous les présidents de chambre d'agriculture. Oui, mais c'est le principe un peu démocratique. Maintenant, aussi, pour la bio, ils sont deux, et pour le restant, ils sont... Après, dans les Vosges, au niveau des techniciens, il y a 2 ou 3 techniciens qui sont sur l'agriculture biologique, plus les autres. Et
Voilà, enfin, c'est pas la question des techniciens qui posent un. Non, mais je veux dire, c'est bien la question de la politique qu'on mène. Non, mais c'est sûr que la seule solution, c'est de faire intervenir les consommateurs de l'eau. C'est sûr, c'est une piste. Une autre question, vous parliez des Allemands. Les Allemands, ils arrivent à faire cohabiter en fait leurs deux agricultures. Vous parliez des problèmes d'environnement, et ils se sont battus effectivement pour améliorer le bio, etc. Et d'un autre côté, ils ont une agriculture qui est aussi bien traduite pour faire de l'exportation, etc. Et on commence à voir. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer dans l'avenir une cohabitation de ces deux agricultures? Parce que si on alimente tous les Français en bio, je pense qu'il y aura encore de la place pour exporter. Peut-être pas dans les conditions actuelles, au niveau de l'intensif, peut-être en minimisant les dégâts sur la nature, etc. Je comprends très bien. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer une cohabitation des deux types d'agriculture sans aller au conflit tel que on le sent, on voit bien que ce qui se passe actuellement, il y a des tensions entre ces deux types d'agriculture. Alors est-ce qu'on ne peut pas imaginer quand même... Ce que vous dites, c'est ce qu'on entend souvent. C'est la théorie. Ça n'a rien contre nous, mais c'est rempli de contre-vérité, mais c'est parce qu'il y a une déformation au niveau de l'information. On n'exporte rien. Globalement, au niveau européen, on est importateur net de produits alimentaires. C'est-à-dire qu'en marché, on est exportateur, chacun se glorifie et tout ça. On est exportateur en marché parce qu'on vend du cognac machin à des milliers d'euros le litre, enfin de l'hectolitre, et on importe du soja à bas prix fait au Brésil. Mais en valeur alimentaire, l'Europe est importatrice. On ne nourrit pas le monde, on se nourrit du monde. Enfin, je pense que ça a été dit à la conférencière, mais je ne sais pas, mais ça c'est très clair. Il y a des économistes là-dessus qui le disent. Ça, on l'entend nulle part. Vous ne verrez jamais ça repris nulle part, parce qu'il y a des chiffres qui sont manipulés. Clairement, on est exportateur en valeur. Et on a l'équilibre, comment on appelle ça, qui est excédentaire au niveau voilà, mais bénéficiaire. Voilà. Mais seulement pas en valeur, pas en quantité. C'est vrai pour l'Europe, vous dites, parce que c'est vrai aussi pour la France. Oui. C'est moins vrai pour la France, mais la France est quand même le pays agricole le plus important en Europe. Oui. Donc c'est quand même normal qu'on participe à la nourriture et la Suisse et d'autres qui sont plus... Voilà. Ouais. Mais globalement, il faut voir ça sur le niveau européen. Et en France, on n'est pas si exportateur que ça, et on n'est en fait pas autonome sur une bonne partie. Voilà. Aujourd'hui, si on ferme les frontières, on ne sait pas manger. Parce qu'il n'y a plus de cochons qui mangent, parce que les cochons bretons qui là, ils sont nourris uniquement à partir de produits brésiliens. Donc si on fait le calcul des surfaces utilisées pour nourrir nos cochons et tout ce qu'on importe, ça dépasse largement la surface française. Donc là-dessus, on est... Donc c'est une contre-vérité. On est mauvais des deux côtés. On est mauvais de tous les côtés. Ça, c'est... Non, mais il faut voir un peu de ce qui c'est pas les blagues. Hein. Vous lisez des choses que dit Berthelot, c'est un économiste un peu engagé, mais qui est très fort là-dessus, il sort l'ensemble des chiffres. Et voilà, et globalement, depuis des dizaines d'années, on est importateur net en volume. Donc ça, c'est pas vrai. Après, le modèle allemand, c'est vrai qu'il s'est séparé, notamment géographiquement, mais aussi au niveau des fermes, avec la question de la méthanisation, en plus. Voilà, avec des fermes hyper intensives, notamment sur les grands landers, de l'ex-Allemagne de l'Est, avec une agriculture beaucoup plus familiale en Bavière et dans les régions proches de la France. Donc on a une agriculture à deux vitesses, ça c'est clair. Aujourd'hui, ça pose un problème énorme, parce qu'ils sont à peu près sur le même marché, et notamment sur le même code du travail. Et cette agriculture-là vit principalement avec l'afflux de travailleurs turcs, principalement, mais aussi d'autres pays, qui viennent travailler aux conditions de leur pays. Donc, travailleurs turcs dans les abattoirs allemands sont payés 7 € de l'heure, voilà, et dans les fermes qui font des fruits, et voilà. Ça c'est très connu. Donc, ils vivent une double agriculture avec le problème de méthanisation. Donc, ces fermes qui sont très agrandies et qui ont fait de la méthanisation et de la production et qui ont mis quasiment tout leur maïs dans les méthaniseurs, la partie laitière a baissé, et leur autosuffisance alimentaire a baissé. Ils ont augmenté un tout petit peu leur autonomie énergétique, mais pas leur partie alimentaire. Je dis, c'est pas un exemple à suivre. Il faut que notre
politiques se construisent un peu entre les deux, quoi. Il faut qu'on construise une autonomie énergétique, mais surtout une autonomie alimentaire et décisionnelle. C'est-à-dire qu'on ait encore la latitude de choisir demain, de ne pas être sous le joug de grands groupes économiques ou industriels et chimiques, quoi. Donc ça, voilà. Et le modèle allemand, pour ça, n'est pas forcément le bon modèle. Pas forcément le bon modèle. Après, si on va voir en Bavière et tout, c'est assez magnifique et tout, avec un niveau de vie assez élevé, parce que c'est des Länder, et donc il ne faut pas le même traitement, surtout l'Allemagne dans leur soutien à l'agriculture, notamment à l'agriculture biologique, même si en Allemagne, ils ont choisi de faire la répartition des aides égalitaire entre l'ensemble des hectares, quoi. Mais seulement pas pareil entre chaque Länder, mais sur tous les hectares, c'est pareil. Donc ils ont une politique qui est plus avancée par rapport à ça, mais plus différenciée selon les Länder. C'est un peu compliqué, mais voilà. Donc ils n'ont pas du tout la même qualité de production entre une et l'autre agriculture. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon modèle. Et de toute façon, ça ne permet pas d'exporter réellement. Et après, il faut se poser la question, est-ce que la vraie vision des choses, c'est pas d'être autonome régionalement pour des régions, ces grandes régions, donc l'Europe, continentalement, Europe, Afrique, là, d'être autonome, voilà, et qu'il n'y ait pas d'autres pays qui dépendent de notre propre production pour leur propre survie. Ouais, je crois qu'on a trouvé. On va s'en arrêter là. Et ma foi, merci à tous de nous avoir suivis et de votre participation. Et voilà. Merci à vous.